Bien, alors on se retrouve pour une petite discussion sur le concept de médiocratie. C'est une idée relativement nouvelle, en apparence, mais en apparence seulement. Je sais qu'un philosophe canadien, Alain Desnaux, a publié un ouvrage là-dessus et ça a été, à l'occasion de cours de philosophie politique, pour moi l'occasion de revenir un petit peu sur l'histoire de ce concept. En fait, c'est une intuition. D'abord, il faut dire que le mot est séduisant parce que c'est une espèce d'anagramme de démocratie. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du jeu de mots facile, démocratie, médiocratie, on pointe en réalité un véritable problème qui concerne ce que j'aimerais bien appeler dans un vocabulaire un petit peu psychanalytique, jungien, l'ombre. Hein. L'ombre de la démocratie. La médiocratie, c'est l'ombre de la démocratie, je dirais au sens psychanalytique, au sens jungien du terme. Bon, mais c'est en réalité, au-delà du jeu de mots qui est très moderne, très récent, un problème qui est ancien, qui a été pointé du doigt par Platon déjà dans la République ou dans d'autres textes, où Platon souligne le fait, si vous voulez, que la démocratie est le moins bon des bons gouvernements. C'est aussi bien sûr le moins pire des mauvaises formes de gouvernement. C'est la moins pire des mauvaises formes de gouvernement, mais c'est la moins bonne des bonnes formes de gouvernement. Elle n'est pas si satisfaisante que ça, parce qu'elle pousse à la démagogie, à ce que Platon appelait la démagogie. Alors, peut-être que, avant d'aller plus loin dans l'analyse, il faudrait revenir à ce que c'est que la démocratie. Je propose une définition simple, si vous voulez, en termes modernes, tocquevilliens. La démocratie, c'est le pouvoir des égaux. Hein. La démocratie met à bas le système des patronages, la hiérarchie des patronages qui caractérisait l'ancien régime, et instaure et institue une nouvelle forme d'organisation dans laquelle, vous le savez, hein, tous les citoyens sont égaux. Liberté, égalité, fraternité. Bon, égaux en droit, bien sûr, hein, pas égaux en fait, pas égaux économiquement, nous sommes d'accord, pas égaux devant la nature non plus, nous n'avons pas tous les mêmes qualités naturelles à la naissance, et nous ne sommes pas non plus égaux socialement. Au-delà de cela, nous sommes juridiquement égaux, c'est-à-dire que nous faisons tous l'objet du même traitement juridique, nous sommes tous dépositaires des mêmes droits juridiques, et nous pouvons les faire valoir de la même manière devant un tribunal. Voilà ce que c'est que la modernité. Mais cette simple postulation d'une égalité juridique de tous les hommes devant la loi a eu des effets sociologiques très puissants, très profonds, que je crois Tocqueville a été, sinon le premier, du moins l'un des premiers à analyser en profondeur. Et il en arrive à cette idée, il en conclut que, et ça c'est le sens, si vous voulez, plus profond de la démocratie pour Tocqueville, l'idée que la démocratie c'est la tyrannie de l'opinion. La tyrannie de l'opinion, ça c'est une définition très profonde et très puissante de la démocratie chez Tocqueville, hein, dont il faut absolument se souvenir. Alors, l'opinion est pourvoyeuse de normes. En démocratie, ce ne sont plus des figures, hein, des figures nobiliaires, ce ne sont plus des aristocrates, ce ne sont plus des grands penseurs, ce ne sont plus des figures d'exception, des hommes d'exception qui font l'histoire, c'est l'opinion. La démocratie est une société dans laquelle on vit sous la tyrannie de l'opinion, une tyrannie
de l'opinion qui s'exprime par le fait que cette opinion, qui est pourvoyeuse de normes, impose ce qu'on peut appeler des moyennes. L'opinion, c'est la pensée moyenne. Et cette moyenne est ce qu'il faut satisfaire dans une forme d'organisation sociale, où l'originalité de certains individus n'est plus valorisée, eh bien, où l'on a décapité, si je puis dire, pas seulement le roi, mais tout ce qui pourrait faire figure d'autorité légitime dans une société où l'on a décapité ce principe du patronage, eh bien, on remplace cette figure incarnée de l'autorité par une moyenne à laquelle nous sommes enjoints de nous soumettre. Une injonction prescriptive, la moyenne, cette moyenne qu'est l'opinion, cette pensée moyenne qu'est l'opinion n'est pas simplement flottante, là, comme ça. C'est pas un concept simplement descriptif, c'est vraiment une force qui a une vertu prescriptive. C'est la raison pour laquelle, je crois, Tocqueville parle avec pertinence de tyrannie, pour qualifier ce règne de l'opinion. Et elle dénonce tout ce qui s'écarte d'elle, comme folie, extravagance, voire extrémisme. Vous savez que les extrémismes n'ont pas bonne presse dans le règne de l'opinion. Tout ce qui s'en écarte est désigné comme déviant, pervers, sectaire. Donc on peut dire, si vous voulez, et c'est ce que Nietzsche disait dans un style un petit peu agacé, que finalement la démocratie moderne, c'est le règne de la nivellation, le règne de ce qu'il appelait le dernier homme, et d'une pensée qui tend à la nivellation. Ce qui n'est pas positif pour Nietzsche, parce que ça signifie toujours un rétrécissement des possibilités de vie. Donc voilà, je crois que en théorie, cette notion de médiocratie renvoie à ces intuitions de Platon, pour aller chercher dans l'Antiquité, mais sinon plus récemment, elle renvoie à la pensée de Tocqueville, à l'analyse de Tocqueville et à la critique au marteau, pour le coup, de Nietzsche. En pratique, comment ça fonctionne? Je voudrais terminer là-dessus, parce que là, je crois que c'est très intéressant. Comment ce système, comment ce règne, cette tyrannie de l'opinion se stabilise-t-elle? Comment la démocratie moderne, c'est-à-dire la médiocratie moderne, parvient-elle à donner une consistance contraignante à ce qui n'est qu'une norme diffuse, une opinion vague dans l'air du temps? Comment arrive-t-elle à donner consistance? Eh bien, je crois que la réponse est à chercher dans l'idée du chien de garde, que j'avais développé dans une autre vidéo. Le chien de garde, ou le médiocre, si vous voulez, ce n'est pas l'incompétent. L'administration et toute la sphère politique est dominée, et même le monde de l'économie et de la finance est peuplé d'individus qui sont des compétents soumis. C'est ça, le chien de garde. C'est pas un nul. Le chien de garde, le grand chef d'entreprise qui s'est enrichi, pourquoi s'est-il enrichi? Parce qu'il a été capable de percevoir la demande, ou de la susciter,
Donc il est d'une certaine manière capable de flairer, hein, de percevoir, de ressentir ce dont on va avoir besoin. Et il soumet son comportement à ce besoin pour le satisfaire afin d'en tirer un profit financier par exemple, ou d'en tirer un profit électoral si c'est un homme politique qui va dire ce que son électorat a envie d'entendre pour pouvoir être élu. C'est le bon fonctionnaire qui sait ce que sa hiérarchie lui demande et qui le fait pas forcément parce que c'est ce à quoi il croit profondément, mais parce que, croyant qu'il faut servir et que c'est le rôle d'un fonctionnaire de bien servir, il se soumet à cette moyenne, à cette injonction. Voilà. Donc, le chien de garde, vous voyez, ce n'est pas l'incompétent, c'est pas le nul, mais c'est pas non plus celui qui n'a d'autre fin que l'exercice, l'affinement, l'approfondissement de ses compétences. C'est quelque chose d'assez particulier, le chien de garde. Et toute l'administration et la haute économie, la haute finance, la politique à son plus haut sommet est pratiquée par ce que j'appellerais des chiens de garde. Alors c'est peut-être une expression que certains prendront de façon péjorative. Je crois que, bon, oui, il y a une nuance de critique dans cette expression chien de garde. Hein. Une expression que je reprends à La Fontaine, si vous voulez. Hein. Je pense évidemment à la fable du chien et du loup. Le chien de garde, c'est celui qui aboie au nom de la norme pour la faire respecter, mais qui a renoncé pour sa promotion, pour sa carrière, pour son enrichissement si c'est un homme d'affaires, ou pour l'exercice public du pouvoir si c'est un politicien. C'est celui qui a renoncé à son indépendance d'esprit, qui a mis toute sa compétence au service de l'opinion. Voilà, alors de ce point de vue, évidemment, moi j'ai un petit problème, hein. J'ai un petit problème puisque professeur de philosophie, je suis aussi fonctionnaire et j'ai longtemps ressassé cette formule de Husserl, vous savez, qui disait que le philosophe est le fonctionnaire de l'humanité. Mais je crois qu'il y a différentes manières d'être fonctionnaire et que lorsqu'on regarde en pratique, hein, lorsqu'on analyse avec Ivan Illich par exemple, ou avec Alain Deneau, la manière dont les processus d'institutionnalisation fabriquent des normes dans une société où ces normes ne peuvent plus être incarnées par des individus trop originaux, disons, eh bien cela, voilà, ça pose effectivement, c'est intéressant, mais ça pose effectivement un problème, et ça me pose un véritable problème au quotidien, dans mon rapport à ma hiérarchie, dans mon rapport évidemment aux inspecteurs de philosophie, aux inspecteurs tout court, au rectorat, à l'administration, hein, d'une manière générale. Voilà, alors il y a, vous voyez, je dirais ça pour reprendre une dernière fois et conclure cette vidéo sur une référence à Illich et à Deneau, des auteurs qu'évidemment je vous invite à lire pour y voir plus clair. Comment le règne, la tyrannie de l'opinion qui est une idée vague, confuse, comment se matérialise-t-elle en institutions et en pratiques administratives concrètes? Comment se transforme-t-elle en une pratique effective? Comment prend-elle consistance? Et comment acquiert-elle cette force contraignante dans nos vies quotidiennes? Eh bien, je dirais qu'il y a deux points très importants. D'une part, le jeu de la rationalisation des moyennes, hein, une pensée moyenne qu'il faut satisfaire. La démocratie est là pour répondre à la majorité. Donc il y a un jeu de calcul de la moyenne qui est donc idolâtrée. Et d'autre part,
dans ce processus d'idolâtrie de la moyenne, il y a un jeu de soumission des élites administratives qui vont fonctionner, si vous voulez, un petit peu sur le mode inquisitorial, mais d'une manière qui n'est pas perçue comme violence par la grande majorité des citoyens qui ont peur, qui vivent simplement sous la domination eux-mêmes, et dans la domination et l'idolâtrie de ces moyennes, pour lesquelles ce n'est donc pas choquant, si vous voulez, de la même manière qu'au Moyen-Âge, on n'était pas fondamentalement choqué par les violences de l'Inquisition. On en avait surtout peur. On en était plus effrayé que choqué moralement. Pour pouvoir être choqué et passer de la peur, si vous voulez, à l'indignation susceptible de condamner, il faut avoir beaucoup de recul. Et en réalité, il faut être sorti du schéma, il faut être sorti du modèle. C'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas ce qu'évidemment le système qui cherche à s'auto-reproduire veut nous pousser à faire. Évidemment, il n'y a aucun intérêt. Voilà, j'espère que ces méditations ne vous auront pas exaspéré. Si vous êtes vous-même fonctionnaire ou chef d'entreprise soucieux de répondre à une demande, ou politicien ravi d'avoir été élu par vos électeurs, mais voilà, je crois que en tout cas on peut sans rentrer en guerre, sans appeler, comme le faisait pourtant Marx, sans appeler à la révolution, on peut avancer dans les marges de cette démocratie, de cette médiocratie, aux limites, à la périphérie de ce jeu de la tyrannie de l'opinion. On peut avancer en se posant des questions et essayer de faire un chemin. La démocratie est pour beaucoup de gens une espèce de paradis et d'idéal politique. Je crois que je vais finir cette vidéo en vous rappelant la formule de Nietzsche qui disait qu'il voulait bien lui aussi une place au paradis, mais le plus près possible de la porte, tout de même. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous. À très bientôt.